Bonjour, bienvenue à Suivez-moi, la seule émission qui passe en revue les publications des personnalités connues des réseaux sociaux. Contente de vous retrouver pour une sixième saison en direct de ma maison. L'invitée de cette semaine a survécu à une profonde dépression qui a duré 2 ans. Une fois guérie, elle a lancé un blog, le Journal d'Anathalie, avec une équipe de collaboratrices super chevronnées. Là, elle partage son cheminement à la guérison. Pendant la pandémie, son blog est devenu une réelle bouée de sauvetage pour des milliers d'internautes qui souffrent en silence de problèmes mentaux. Aujourd'hui, je reçois et je discute surtout avec Anathalie Jean-Charles. Bonjour Anathalie, Salut Sabine, comment vas-tu? ça va super bien. Avant de parler de dépression avec toi, je veux parler d'un moment heureux de ta vie, l'enfance. On a vu des Ouais. photos se présenter au début de l'émission. On voyait que tu avais beaucoup de dynamisme et on dirait que tu n'as pas changé depuis. Ton visage est le même. Puis en même temps, je vois que tu étais première de classe. C'est ça qu'on m'a dit dans mon équipe de recherche. Parle-moi un peu de ton enfance. Oui, j'ai eu une enfance assez qui a été teintée par la créativité vraiment beaucoup. Je faisais du théâtre, je faisais de la chanson, j'ai fait de la danse aussi pendant plusieurs années, danse contemporaine, Wow. folklorique, etc. Puis j'écrivais aussi beaucoup là, donc c'est un intérêt qui a disparu dans mes jeunes années, mais qui est revenu en fait il y a quelques années. Super. Et même que tu gagnais beaucoup de prix dû à ta passion pour l'écriture. Oui, ça m'est arrivé, ben beaucoup, je sais pas si c'était beaucoup là, mais j'ai Mais c'est gagné quand beaucoup même pour certains. une jeune enfant. Ah, peut-être. J'ai gagné des florilèges, en fait, à deux reprises au primaire, puis une fois au secondaire. Puis j'ai aussi gagné quelques prix dans d'autres concours. Donc, au 350e de Montréal, il y avait un concours pour les enfants d'écrire un poème et tout. Et mon poème avait été sélectionné et publié. Aussi, un autre concours un petit peu plus local, un plus petit au secondaire aussi que j'avais gagné. Donc, ouais, j'aimais vraiment l'art de l'écriture à cette époque-là. Non seulement tu aimais l'écriture, mais tu aimes beaucoup ta famille. Tu es une fille très familiale. Tu as des sœurs qui sont très proches à toi. On voit même d'ailleurs des photos avec ta cousine et ta sœur. Ouais, ben, oui, je pense, grandi dans une famille très proche quand même. Donc, j'étais proche, oui, de ma sœur, de ma cousine avec qui on a grandi ensemble. Tu sais, été à l'école ensemble, on faisait beaucoup d'activités ensemble aussi. Puis, il y avait aussi mes frères et sœurs qui sont beaucoup plus âgés que moi, mais qui étaient un petit peu là comme les anges gardiens, les protecteurs quand les parents étaient pas là et tout. Mhm. Les frères qui regardent un œil sur leur petite sœur. Donc, c'était pas mal ça avec les beaux-frères en plus, là, quand ils sont arrivés. Donc, ouais, c'était l'enfance assez joyeuse avec beaucoup de jeux, beaucoup de jeux de rôle que j'aimais beaucoup. C'est sûr, on peut voir, on parle de avant les médias sociaux parce que après la pause, on va savoir pourquoi tu étais une fanatique des médias sociaux puis tu t'es absentée pendant 6 ans. Tout de suite après la pause, on retourne avec Nathalie qui nous dit pourquoi qu'elle a quitté les médias sociaux pendant 6 ans. Vous écoutez Suivez-moi sur les ondes de TV Rogers. Aujourd'hui, mon invité, c'est Anathalie Jean-Charles, qui a vécu une profonde dépression, mais avant ça, elle était une adepte des médias sociaux. Elle utilisait MySpace, on parle de très longtemps, Instagram, Twitter, Facebook, entre toutes les plateformes sociales, puis elle a pris une pause. Pourquoi tu as pris une pause, Anathalie? Ben en fait, c'est vraiment assez spécial qu'on en vienne à ça parce que effectivement, au début des médias sociaux, parmi mon groupe d'amis, j'étais pas mal la seule à être sur les médias sociaux. Donc, au début de Twitter, j'étais là pratiquement dans les débuts de Facebook, etc., MySpace, Caramel, en tout cas, bref, tout ce qui était forum et tout. J'étais vraiment très active. Puis, en fait, j'aimais vraiment ça. Apprendre à connaître des nouvelles personnes parce qu'à cette époque-là, tu retrouvais pas nécessairement les personnes de ton groupe. Puis en 2013 est arrivé l'événement avec Trayvon Martin aux États-Unis, donc il a été assassiné dans la rue par un citoyen qui croyait bien faire.
Ensuite, ça a créé vraiment une tollée, en fait, que ce soit aux États-Unis, mais même ici. Puis moi, j'avais un ami quand même assez proche à l'époque qui était citoyen aussi américain, mais qui habitait ici au Canada. Donc, il avait une maison là-bas, des entreprises, etc. Puis, dans ce qui se passait autour de Trayvon Martin, il a décidé, en fait, de militer pour que la personne qui l'a tué, qui l'a assassiné, soit condamnée. Puis, donc, il était vraiment très actif sur Facebook, pour ne pas le nommer. Puis, ce qui est arrivé, en fait, c'est que dans tout ce qui se passait, en fait, sur les réseaux sociaux, son profil a été tagué. OK. Puis Qu'est-ce que tu par veux la dire par suite, taguer? en fait, on a vu ce qu'il publiait et tout, puis c'était perçu comme étant des actes de terroristes ou des actes qui promouvaient finalement la violence ou en tout cas, bref. Ce qui n'était pas le cas, là, en fait, c'est juste vraiment, oui, il était très affirmé dans ce qu'il prônait, dans ce qu'il disait, mais il n'envoyait pas les gens au Capitole là pour aller incendier ou quoi que ce soit. C'était pas ça du tout. Donc, ce qui est arrivé finalement, c'est qu'ils ont fermé son compte Facebook et il a reçu aussi de la visite des policiers à Montréal chez lui qui l'ont amené Vraiment? au poste de police. Ouais, vraiment. Puis donc, il a passé la journée Hmm. là-bas. Il a dû faire appel à son avocat pour finalement pouvoir sortir. Mais ce qu'on lui a dit, en fait, en quittant le poste de police, c'est que qu'il ne pourrait probablement pas rentrer aux États-Unis pendant quelques temps. S'il Wow. avait des activités et tout, lui, c'était un homme d'affaires, donc il avait des activités là-bas. Puis on lui disait que c'était mieux pour lui de ne pas y retourner. Donc moi, ça m'a vraiment fait un choc, en fait, de voir à quel point la plateforme que je prenais, qui était aussi user-friendly, qui était vraiment axée sur la collaboration, rencontrer des gens, parler un petit peu, s'exprimer par rapport à ce qu'on vivait et tout d'un coup, c'est devenu une plateforme qui surveillait les opinions, les actions des gens. Puis moi, j'ai vraiment pas aimé ça. Je suis quelqu'un qui est quand même assez réservé dans la vie. Donc, je décide ce que je partage, ce que je veux que les gens sachent de moi, mais je garde une certaine partie pour moi. Puis de voir, en fait, que une plateforme pouvait décider de ce que je pouvais dire, de ce que je pouvais pas dire, et même savoir ce que je faisais, où est-ce que j'étais, etc. Parce que c'était dans la même période aussi que toutes les fonctions de géolocalisation sont arrivées aussi avec Ouais, c'est Facebook, là. vrai. Donc, les gens pouvaient te dire où est-ce que tu étais rendu, etc. Donc, la tangente que ça prenait, pour moi, c'était rendu trop. J'aimais pas trop. Puis, c'était aussi dans la même période où même les grands médias commençaient à s'installer sur les plateformes comme Twitter ou Facebook. Je commençais à voir que ça devenait un petit peu trop mainstream. Puis donc, j'ai fait le choix à ce moment-là de me retirer des réseaux, en particulier Facebook. J'avais encore fait Twitter que j'allais plus ou moins, mais j'étais beaucoup moins active à ce moment-là. C'est intéressant de savoir que, tu sais, on a tous été interpellés par la mort de George Floyd et toi, tu as pris une position. Tu as décidé de te retirer des médias sociaux. Je trouve ça honorable. On va parler davantage de cet acte-là, puis aussi de qu'est-ce qui t'a apporté à la dépression. Restez là. Après la pause, on continue à parler à Nathalie de sa revendication sur les médias sociaux en se retirant. Restez là. Vous écoutez Suivez-moi sur TV Rogers. Aujourd'hui, je rencontre Nathalie qui nous parlait pourquoi elle a quitté les réseaux sociaux quand tout le monde y était. Euh, Nathalie, tu as pris une prise de position que j'ai trouvée fort intéressante parce que ça parle beaucoup. En tant que personne de race noire et une femme, tu as décidé de te retirer parce que ton ami a été intimidé, on va pas se le cacher, pour tenir des Ouais. propos que je crois que tout le monde dit maintenant, surtout après la mort de George Floyd. Pendant ces 6 ans, est-ce que tu t'es senti dénudé de ne pas être connecté à travers les médias sociaux? Parce que c'est quand même difficile de ne pas aller sur les médias sociaux pendant 6 ans.
Ouais, effectivement. Ben en fait, non, c'est pas que je me suis sentie dénudée, mais il y avait quand même un challenge parce qu'en fait, je me suis retirée des médias sociaux à l'heure où c'était vraiment devenu un incontournable. À l'époque où est-ce que j'étais dessus, tu sais, tu pouvais choisir de ne pas y être, puis ça changeait rien à ta vie. Mais moi, j'étais à cette époque-là aussi jeune entrepreneur, donc je commençais une compagnie. J'avais Hmm. déjà une page personnelle pour mon entreprise qui avait déjà 400 personnes qui la suivaient. Donc, c'est sûr que de décider de sortir de des médias sociaux lorsque je bâtissais ma compagnie et que tu sais, je créais une nouvelle marque en fait en événementiel, c'était aussi de décider de le faire sans les médias sociaux. Puis tout le monde me disait, ben non, tu sais, Wow. dans le mariage, tout ça, dans l'événementiel, t'as pas le choix d'être sur les médias sociaux, t'as pas le choix d'être sur Facebook, t'as pas le choix d'avoir une page Facebook. Puis moi, je me suis dit non, tu sais, je vais le faire différemment. Je vais essayer de bâtir au niveau du bouche à oreille, au niveau de la qualité, au niveau des partenariats que je vais créer avec les gens de l'industrie. Mais je veux plus utiliser la plateforme ni Facebook ni Instagram pour pouvoir me faire connaître ou pour pouvoir faire avancer mes trucs. Donc, pour moi, ça a vraiment été la partie qui était la plus challengeante. Mais au niveau des réseaux, comme je vous disais, à l'époque où est-ce que j'étais dessus, la plupart de mes amis n'étaient pas dessus. Donc, on avait déjà une autre façon de communiquer qui était différente, puis que j'ai maintenue. Mhm. Donc, c'est vraiment lorsque je suis sortie que elles ont commencé en 2013, 2014, 2015 à s'abonner, à vraiment partager, puis à être de plus en plus dessus là. Donc, pour ça, c'était moins pire. Mais au niveau professionnel, ça a été quand même un gros défi là. C'est drôle parce que je me demande, est-ce que ça a contribué à la dépression? Est-ce que c'est ça qui a été l'élément déclencheur d'être retiré du monde numérique? Parce que ça arrive présentement quand le monde se retire, il y a une certaine dépression parce que tout le monde est sur les plateformes sociales. Non, peut-être indirectement, mais non pas directement, parce qu'en fait, moi, ce qui m'est arrivé, c'est que, bon, il y a plusieurs choses qui m'est arrivé, en fait, mais pour faire une histoire longue, une histoire courte, j'étais dans une relation quand même assez sérieuse, puis on avait l'intention de continuer de bâtir notre vie ensemble, puis j'ai eu une rupture. Donc ça a été un déclencheur par rapport à la dépression, mais préalablement à ça, je pense qu'il y avait beaucoup de choses qui s'étaient accumulées au cours du temps. Donc, au début, on parlait de ma relation quand même assez proche avec ma famille. Ben, j'ai une relation aussi assez fusionnelle avec mon père. Puis, au cours des dernières années, il a développé une démence mixte. Donc, qui est associée à l'Alzheimer. Puis, je suis devenue son proche aidant. Puis au début, c'est ça, on prend la responsabilité sans vraiment la prendre. On est là pour la personne, on participe Mhm. aux différents évaluations médicales et tout. Puis au fur et à mesure que l'autonomie perd, on prend de plus en plus de responsabilités sans vraiment se rendre compte en fait que la charge augmente. Donc c'est une des choses aussi qui est c'est ça qui a contribué en fait à cette dépression là. C'est beaucoup d'autres choses aussi, mais je pense qu'il y avait plusieurs facteurs. Puis cette rupture-là, ça a juste été la cerise sur le sundae, en fait. Hmm. T'es pas la seule qui a été une proche aidante et également qui a vécu une rupture, mais des fois, c'est une explosion d'événements qui fait qu'on rentre en dépression. On va en parler davantage après la pause, mais merci d'avoir partagé cette partie parce que de ton histoire, parce qu'on sait en étant une personne racisée, une femme dont les parents sont venus de l'immigration, c'est très tabou de parler de la santé mentale. Restez là, on parle davantage avec Anne-Nathalie sur la dépression et aussi comment elle s'en est sortie. Restez là. Vous écoutez Suivez-moi sur les ondes de TV Rogers et avec nous aujourd'hui, nous avons Anne-Nathalie qui parlait des éléments déclencheurs qui déclenché ta dépression. Quels étaient les symptômes que tu as vus? Parce qu'on s'entend, on parlait justement de ça dans les familles racisées. Souvent, la dépression, c'est pour les autres, pas pour nous autres. Comment toi, tu as pu C'est clair. identifier que tu as la dépression? Ben en fait, moi j'étais vraiment beaucoup dans le déni, donc j'ai même pas, malgré mes études en psy, puis que je savais exactement à quoi ça pouvait ressembler de face on paper là sur papier. Malheureusement, quand ça m'est arrivé à moi, j'ai pas vu le
le voir parce que en fait, pour moi, c'était impossible, comme tu disais. Donc, au début, c'était vraiment mon entourage, particulièrement au travail, qui voyait que je souriais jamais. En fait, j'étais très exclue, toujours dans mon coin. Je rentrais, j'allais à mon bureau, je m'asseyais, je faisais mes trucs, je partais. Mais au-delà de ça, je pleurais tout le temps, en fait. Les gens ne savaient pas, là, mais Wow. avant de rentrer au travail, je pouvais passer 20-30 minutes dans la voiture à pleurer, pleurer, pleurer. Puis il fallait vraiment que je prenne sur moi, en fait, pour me sortir de cette humeur-là qui était vraiment dépressive. Puis une fois que, tu sais, que je réussissais à essuyer mes larmes et tout, ensuite me rendre au travail, mais j'arrivais pas en fait nécessairement à sourire. Donc c'était vraiment très lourd en fait pour mon entourage. J'avais beaucoup de difficultés à me concentrer. Hmm. Donc au travail, j'étais vraiment beaucoup dans le nuage là. Donc puis j'ai perdu Alors, énormément de poids aussi. oh wow, t'es déjà petite, hein? Oui. Mais t'es allé te faire diagnostiquer en 2017. C'était quoi le processus du diagnostic? Ben en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un de ces matins justement où est-ce que j'arrivais plus à sortir de l'auto, donc j'étais en crise de larmes. Ça faisait déjà 30 minutes que j'étais dans la voiture puis j'arrivais pas à arrêter de pleurer. Donc j'ai appelé mon superviseur pour lui dire que j'arrivais pas à sortir de la voiture. Elle était paniquée puis elle m'a dit, écoute, ça fait depuis plusieurs mois maintenant qu'on te voit aller, ça va vraiment pas bien, il faut que tu ailles voir le médecin. Donc, suite à son encouragement, puis à l'encouragement aussi d'autres personnes de mon entourage, j'ai pris la décision de prendre rendez-vous pour aller consulter un médecin. Puis c'est arrivé en fait dans le cabinet que j'ai su qu'effectivement j'étais en dépression clinique. Là, je cochais vraiment toutes les cases, tous les symptômes de la dépression. J'étais rendue là. Wow. Ben, je suis contente que tu t'en es sorti parce que je veux pas mettre toute la lumière sur ta dépression. Je veux mettre la lumière sur ton blog parce que sur ton blog, tu parles vraiment de ta dépression. Tu partages vraiment ton cheminement vers la guérison que tu dois à Dieu. Tu dis Dieu guérit la dépression. Parle-nous davantage du contenu qu'on peut retrouver sur ton blog. Ouais, ben en fait, c'est ça, c'est dans mon cas, puis tu sais, je suis très prudente par rapport à ça parce que je sais que justement dans les milieux noirs, dans les milieux chrétiens, souvent, tu sais, la dépression c'est pas une maladie, c'est pas considéré comme étant une maladie, puis c'est pas considéré non plus comme étant un réel problème. Ça se passe dans la tête, puis tu sais, tu pries un peu, puis après ça s'en va. Alors que dans les faits, c'est pas comme ça que ça se passe. Moi, j'ai eu cette grâce. Innombrable, là, que je peux même pas expliquer du pourquoi, que du jour au lendemain, j'ai été guérie, je me suis couchée un soir, j'avais envie de mourir, j'étais prête à me tuer, puis le lendemain matin, je me réveille, puis les oiseaux chantaient là. Puis c'est resté de même. Wow. Mais ça, c'est mon histoire, puis je sais très bien, en accompagnant des gens, que c'est pas comme ça que ça se passe pour tout le monde, puis c'est pas la réalité de tous. Puis dans mon cas, en plus, j'ai même pas prié pour guérir. J'ai pas demandé à Dieu de me guérir là. C'est vraiment arrivé comme ça pour une raison que je peux pas expliquer. Puis mon blog, en fait, ça sert à briser les tabous qui tournent autour de la dépression. En 2017, on n'était pas dans la COVID, donc on en parlait beaucoup moins. Puis c'était encore moins une réalité pour les Noirs puis pour les communautés chrétiennes. Donc, comme je disais tout à l'heure, tu pries là-dessus, puis après, ça s'en va. Dans les faits, c'est pas comme ça que ça se passe. Dans les faits, même lorsque tu crois en Dieu, même quand tu vas à l'église et tout, tu peux avoir des périodes vraiment très sombres, très noires. Dans la Bible, d'ailleurs, il y a plein de personnages qui ont passé par des dépressions. Pour ne nommer que Mm. lui, il y a Job, qui a quand même vécu des choses assez difficiles. Puis lorsqu'on lit ce qu'il disait par rapport à ce qu'il vivait, clairement, il était dépressif, clairement, il était suicidaire. Donc, c'est pas l'apanage de l'autre, là. Tu sais, c'est l'apanage de tous. C'est vraiment Puis, ici. exact, Puis, exact. t'en as tellement partagé, mais les membres de ta famille t'ont appuyé. D'ailleurs, on a, euh, on a une personne qui t'a appuyé et que tu as inspiré, qui est avec nous aujourd'hui, c'est ta sœur. Ta sœur a voulu participer à l'émission. Salut. T'as l'air gênée. Pourquoi t'es gênée? C'est ta sœur? Ben oui, mais c'est ouais, c'est ça. C'est
Je suis Exprime-nous surprise, qu'est-ce en qui fait, se je passe à m'attendais pas. l'intérieur. Ben, de la joie, beaucoup d'émotions, là. Je perds mes mots. On va te laisser te ressaisir. Ta sœur a voulu participer à l'émission parce que tu as dit que ta famille t'a beaucoup soutenu. T'as pas partagé immédiatement le fait que tu étais dépressive, mais il y a eu des membres de ta famille qui t'ont appuyé, dont ta sœur. Peux-tu nous parler un peu d'Anathalie pendant qu'elle était dépressive et comment elle s'en est sortie? Euh, Ce que je peux dire, c'est que lorsque Nathalie a été diagnostiquée, j'étais l'une des premières qu'elle avait appelées. Elle voulait pas mettre toute la famille au courant. Elle m'a dit, Dandy, je vais te dire quelque chose, mais tu sais, dis-le pas aux parents parce que je veux pas les paniquer. Nathalie, c'est comme ça, elle veut jamais paniquer personne. Donc, elle m'a dit, je veux pas les paniquer, c'est juste au cas il m'arriverait quelque chose. Puis là, j'ai dit, eh, pas de problème. Puis là, elle m'a dit, ben, comme tu as vu ces derniers temps, j'ai perdu beaucoup de poids, puis il m'est arrivé plein de choses, donc moi j'étais au courant aussi. Donc elle m'a dit qu'elle a été voir le médecin, puis elle a été diagnostiquée avec une dépression, une forte dépression. Puis là, on a parlé, là j'ai demandé les traitements qu'elle allait suivre. Je lui ai parlé des médicaments, elle me disait qu'elle dormait pas ou elle dormait très peu. Puis souvent le lendemain, j'appelais pour savoir si elle a bien dormi, si elle avait besoin de quelque chose. Mais à Nathalie, je vous dirais, c'est une force tranquille, cette fille-là. C'est une force tranquille. Je savais qu'elle allait passer au travers. Elle a, tu sais, personne ne mérite aucun crédit. Tout le crédit revient à elle. C'est elle qui a fait le travail. C'est quelqu'un qui est déterminé. Tu sais, j'applaudis son courage, sa détermination et puis sa persévérance. Au fait, moi, comme j'ai dit, j'étais là, mais sincèrement, nous sommes une famille chrétienne, comme qu'elle a dit. On a prié, mais je peux dire que vraiment, c'est le travail, le gros du travail, c'est elle qui l'a fait. J'applaudis son travail. À Nathalie, c'est pas évident de parler de la dépression, surtout dans notre communauté. Et je deviens émotive moi-même. Merci. On vit une pandémie. Pas facile pour personne. Le blog de Nathalie m'a aidé à aider d'autres personnes. Merci à Nathalie. Merci à ta sœur. C'est déjà la fin de l'émission, mais à Nathalie, avant de partir, est-ce que tu as quelque chose à nous mentionner? Ben, parlez-en, en fait. Je voudrais vous remercier à la production de m'avoir donné cette plateforme-là pour pouvoir parler de la dépression. Puis, en fait, tu sais, si jamais vous allez mal, parlez-en. Restez pas dans votre coin. Puis, ne faites pas comme moi. Dites pas, ah, ben, ça va bien aller demain. J'ai juste besoin de dormir. Parce que moi, c'est ce que je disais. J'ai juste besoin de dormir. Puis après, ça va aller bien. Si ça va pas, parlez-en. Parlez-en à quelqu'un de votre proche, puis cette personne-là va pouvoir vous dire non, c'est pas normal, t'es pire que d'habitude, tu sais. Parce que les personnes de votre entourage, ils ont une vision de vous, puis ils peuvent vous guider en fait, puis vous dire, ben, vous pousser dans le dos si vous devez aller voir un médecin ou quoi que ce soit. Donc c'est super important. Si vous allez pas bien, n'attendez pas que ce soit trop tard, puis pour poser un geste irrémédiable finalement. Allez voir un médecin ou allez voir les personnes de votre entourage, que ce soit un pasteur, que ce soit la famille comme moi j'ai fait, ou d'autres personnes qui peuvent vous aider. Puis si jamais vous avez personne, il y a aussi les numéros de téléphone de crise à téléphoner, là. Merci à Nathalie, merci à ta sœur. On va continuer à te suivre. Si vous vivez une période difficile, allez sur son site et appelez les personnes, votre entourage, votre famille, comme Nathalie l'a fait avec sa sœur. Ceci est juste un des parmi des exemples les plus humains, les plus vrais. Consultez son site, continuez à la suivre. On se voit la semaine prochaine. C'est déjà la fin de l'émission. À la semaine prochaine.